Pourquoi cet aquapeeling à base d'enzymes en décembre, janvier, février? La peau vient d'entrer dans l'hiver. Les cellules mortes se sont amassées comme une fine moisissure sur la surface de la peau. Avec ce peeling, on va décaper. Entrez, c'est ouvert, tout de suite sur France 3. Retrouvez le film du mardi sur France 3 avec Astro. Dans notre famille, je crois qu'une des missions, c'est de durer. L'incroyable histoire de Marcel Dassault. La saga de L'Oréal, la dynastie des Wendel. Fondés par des visionnaires, ces empires industriels ont traversé le siècle. Ils ont surmonté les guerres, les crises et les révolutions. Comment ces entreprises sont-elles restées aux mains des mêmes familles? Leurs dirigeants ont-ils pesé sur la politique de la France? En 3 sagas flamboyantes, Droit d'inventaire vous raconte ces dynasties qui dominent l'économie française. D'avant-guerre est revenu. Avec Max Gallo, Droit d'inventaire, ces familles qui possèdent la France, c'est demain à 20h35 sur France 3. Une soirée sous le signe de l'émotion, c'est déjà bon signe. Le film du mardi avec Astro. C'était le film du mardi avec Astro. Et si, pour une fois, les vedettes piégeaient leurs fans? Méconnaissables, les stars nous offrent un déluge de gags après Soir 3. Bonsoir, dans un instant, votre Soir 3, le procès d'Yvan Colonna continue. Pas de nouveaux compléments d'information. C'est la décision prise par la Cour d'assises spéciale cet après-midi. Le Parti socialiste se réconcilie. Des proches de Ségolène Royal ont fait leur entrée à la direction du parti ce soir. Et puis nous nous intéresserons à cette découverte, peut-être essentielle dans la lutte contre la grippe. Un anticorps pourrait protéger du virus. Notre invité sera le professeur Bruno Linard. Tout de suite, la météo, Jean-Marc Soamy. On se retrouve juste après. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous mangez, là? Du bœuf élevé à l'herbe. Il y a plein de races à viande en France. Limousine, Aubrac, Partenaise, Bazadaise. Je peux? Qui mange du bœuf, mange du bœuf. Demain sur France Télévisions. France 2, nouvelle saison de La Cour des Grands avec 2 épisodes inédits. France 3, Droit d'inventaire, ces familles qui possèdent la France avec Marie Drucker. France 4, dans la série inédite Daybreak, les jours se suivent et se ressemblent. France 5, comment traiter l'humidité? Réponse dans Question Maison. France O, toute l'histoire d'un carnaval haut en couleur à Saint-Pierre-de-la-Martinique. Demain sur France Télévisions, vous aurez tous les choix. Pour les prévisions météo, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, monsieur, bonsoir. C'est d'un bon pas que je vous annonce un temps beaucoup plus ensoleillé que ces dernières 48 heures. En effet, l'anticyclone, je retombe bien sur mes pieds, l'anticyclone s'installe sur le sud du pays. On aura demain matin quelques brouillards sur le massif central et les Vosges, un débordement nuageux sur le nord avec quelques gouttes de pluie. C'est pas bien méchant car l'après-midi, tout ça va se décaler, s'assécher et nous aurons un ciel beaucoup plus dégagé quasiment partout, toujours l'exception du nord et du Pas-de-Calais avec localement quelques gouttes de pluie. Les températures, à cause des éclaircies nocturnes, vont retrouver des valeurs inférieures aux normes de saison avec beaucoup de gelée matinale, de -4 à +7 degrés pour Nice. Dans l'après-midi, les températures vont remonter grâce à la présence du soleil par le sud-ouest. 15 degrés à Bordeaux par exemple, 14 du côté de Toulon, 10 à
Paris, 12 à Brest, 7 à Strasbourg, 9 à Lille. On a fait le tour. On passe à jeudi maintenant, avec un débordement sur le nord-est, là aussi quelques gouttes de pluie. L'anticyclone s'est affaissé, mais regardez, les températures sont plutôt sympathiques. Sur le nord-ouest, c'est mitigé, cochon d'Inde. Je ne sais pas si tout ça se dit trop, mais enfin. Et vendredi, on a un débordement sur le nord-est, avec un peu de grisaille, un peu plus de nuages, mais un peu plus d'éclaircies sur le nord-ouest du pays. L'anticyclone se regonfle. Ça sera comme ça jusqu'à dimanche. Après, eh bien, on verra. Si vous voyagez, regardez, grisaille sur le nord de l'Europe avec 3 degrés pour Varsovie, 4 degrés pour Ankara avec de la neige, 10 pour Athènes. Et puis de l'autre côté, c'est du grand beau à Madrid et à Lisbonne avec 22 degrés et tout cet air chaud qui va remonter sur nous dans les prochaines 24 heures. Vous savez tout. Dans un instant, c'est Stéphane Ucciati qui vous présente Soir 3. N'oubliez pas d'embrasser nos amis les Roméo et on gagne 4 minutes de soleil pour ce mercredi 25 février. C'était les prévisions météo avec Monsieur Bricolage. Le chef-d'œuvre d'Oliver Stone. 1er janvier 1968. Platoon. L'enfer. Il danse, L'enfer, c'est la suppression de la raison. Des hommes enlisés dans la guerre. Nous ne nous sommes pas battus contre l'ennemi. Nous nous sommes battus contre nous-mêmes. L'ennemi était en nous. Comment survivre au chaos? Demain, à 23h sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce soir 3. Le procès d'Yvan Colonne a repris. La Cour d'assises spéciale a refusé un nouveau complément d'information sur les révélations de Didier Vinolas. Le Parti socialiste enterre l'âge de guerre. Des proches de Ségolène Royal ont fait leur entrée à la direction du parti ce soir. Une découverte capitale dans la lutte contre la grippe. Les chercheurs américains ont peut-être trouvé le talon d'Achille du virus. Nous verrons l'importance de cette découverte avec notre invité, le professeur Bruno Lina, spécialiste de ce virus. Enfin, le procès de la catastrophe d'AZF débute véritablement demain. Des divergences existent entre les anciens salariés et les sinistrés. Après plusieurs jours de confusion autour des révélations d'un ancien collaborateur du préfet Claude Érignac, le procès d'Yvan Colonne reprend. C'est la décision prise cet après-midi par la Cour d'assises spéciale de Paris. Il n'y aura pas de complément d'information supplémentaire sur les noms de 2 hommes apparus ces derniers jours. Philippe Castel et Olivier Thiette. On s'en va tous, on sort de la salle. Ce soir, après 11 jours d'un procès qui n'a pas encore vraiment commencé, la famille d'Yvan Colonne a quitté la salle d'audience pour protester contre le rejet de la Cour d'ordonner un complément d'enquête. Je crois que c'est clair maintenant qu'il n'y a aucune volonté d'aller jusqu'au fond des choses. Et voilà, donc c'est une façon aujourd'hui, en quittant tranquillement la salle, de montrer notre désapprobation, tout simplement. Aujourd'hui, il s'agissait de déterminer si les informations récoltées par la Cour concernant 2 hommes, considérés par Didier Vinolas, un ancien collaborateur du préfet, comme 2 nouveaux suspects potentiels, étaient suffisantes, ou s'il fallait, comme le demandait la défense, diligenter une nouvelle enquête. La Cour a rappelé que les 2 noms cités par M. Vinolas avaient été entendus dans le cadre de la procédure, donc la défense est allée un petit peu vite en disant que ces noms n'avaient pas été évoqués alors qu'ils ont été entendus, dont l'un des 2 à de nombreuses reprises, et donc il n'y avait pas lieu, il fallait fermer le banc. Le président de la Cour a motivé sa décision en précisant que sa mission était de juger Yvan Colonne, pas de dénicher de nouveaux suspects dénoncés par des témoins qui parfois se contredisent. Nous maintenons qu'il reste des zones d'ombre. Nous maintenons que ce procès est d'ores et déjà entaché par le soupçon et que ce soupçon ne va pas nous quitter parce que justement on n'a pas souhaité aller jusqu'au bout de ce supplément d'informations. Le procès a immédiatement repris, comme s'il s'agissait de montrer à tous que ce n'était pas à la défense d'Yvan Colonne de mener les débats. L'heure est à la réconciliation au Parti socialiste. Une dizaine de proches de Ségolène Royal ont fait leur entrée ce soir à la direction du parti. Face à l'UMP, le PS tente de parler d'une seule voix désormais à quelques mois des prochaines échéances électorales. Patrice Machuret et Jean-Bernard Ayé. Ce soir, dans la famille socialiste, il y a d'abord les aînés qui ont dit non, comme Vincent Payon qui n'a pas voulu être nommé secrétaire national, faire partie des 11 royalistes admis à la direction du PS.
L'idée était précisément qu'il y ait un renouvellement important. Vous voyez Najat Belkacem qui en fait partie, comme d'autres, et c'est une très bonne chose. On ne peut pas à la fois porter, nous, la rénovation et vouloir que ce soit toujours les mêmes. Je devais déjà être secrétaire national il y a une quinzaine d'années, donc c'est bien que les responsabilités tournent. D'autres proches de Ségolène Royal ont refusé la place. Manuel Valls ou le sénateur-maire de Dijon, François Rebsamen. En revanche, les seconds couteaux de l'ancienne candidate montent en première ligne, à l'image du Marseillais Patrick Menucci. C'est la reconnaissance par Martine Aubry qu'il était indispensable de se rassembler. Je crois que dans la situation politique et sociale que vit le pays, les Français n'auraient pas compris que le Parti Socialiste, sa direction, continue à ne pas parler d'une seule voix. Élection européenne oblige, Martine Aubry a resserré les rangs, quitte à faire de sa direction une armée mexicaine de 60 secrétaires nationaux ou adjoints. Le prix à payer, une négociation classique aux yeux des habitués. Comme dit Martine Aubry, elle avait voulu faire beaucoup moins, mais il y a quand même beaucoup de demandes, donc c'est vrai que... Il fallait satisfaire tout le monde Pas satisfaire tout le monde, je crois qu'il faut trouver un bon équilibre surtout, c'est ça, et un bon équilibre de travail, hein, c'est ça l'essentiel. Quand on fait des équipes comme ça, on souhaiterait toujours qu'il y en ait moins. Voilà. C'est l'éternel dilemme. Maintenant, moi je préfère le rassemblement. Voilà. Ségolène Royal, toujours en Guadeloupe, a encouragé ses amis à monter en grade et se dit prête à assumer des missions au PS tout en restant libre. Elle préserve son statut d'ex et future candidate à la présidentielle. La fusion de la Caisse d'épargne et de la Banque Populaire, elle sera officialisée jeudi. L'État devrait prendre 20% des parts de ce groupe qui deviendra la deuxième banque française. Pour Nicolas Sarkozy, il n'y a pas de problème au sujet de la nomination de François Peyrol, le numéro 2 de l'Élysée. Écoutez le chef de l'État. La commission de déontologie a eu l'occasion de donner son point de vue. Ce point de vue a été communiqué aux deux banques et il sera rendu public. Et vous verrez qu'une fois de plus, c'est la différence entre une polémique et un problème. De problème, il n'y en a pas. Nicolas Sarkozy qui s'exprimait depuis Rome où il était en déplacement aujourd'hui pour un sommet franco-italien. L'occasion de signer avec Silvio Berlusconi un accord de coopération nucléaire civile. La France va construire 4 centrales nucléaires type EPR de nouvelle génération. C'est Areva qui va construire les centrales. L'Italie renoue ainsi avec le nucléaire abandonné depuis la catastrophe de Tchernobyl dans la péninsule. Le président de la République est donc confronté depuis plusieurs jours à une baisse sensible de sa popularité à quelques mois des élections européennes. Face à la crise et aux mesures gouvernementales, les élus et les cadres de l'UMP jouent la carte de la pédagogie en allant à la rencontre des militants. Bénédicte Doré et Jean-Michel Millet. Nouveau dans la banlieue lilloise, ce soir-là, Jérôme Chartier, député UMP, répond aux inquiétudes particulières du public face à la crise. La moitié des gens que j'ai embauchés vont se retrouver sans boulot. Et l'autre moitié ne me permettra pas de financer le travail de l'autre moitié. Et je me retrouve en banqueroute. Moi, j'ai une entreprise où tous mes clients ont signé des accords dérogatoires et je ne pourrais pas leur demander de me payer plus vite. Et par contre, mes fournisseurs, qui sont la Fédération d'industrie mécanique, n'ont rien signé du tout et vont me réduire les délais de paiement de moitié. Aux députés de s'appuyer sur le plan de relance gouvernemental pour répondre à ces chefs d'entreprise. Depuis fin novembre, ils rencontrent, expliquent, tentent de rassurer. En cette période de crise, l'UMP choisit le terrain. Les Français, finalement, sont prudents, ils s'inquiètent et ils ont besoin de comprendre tout ce que le gouvernement met en place pour justement garantir les conditions de la relance et les conditions de la croissance. Romerie, dans la campagne champenoise. Sécateur à la main, Xavier Bertrand, nouveau patron de l'UMP, taille une branche de vigne sous l'œil amusé du vigneron. Car désormais, l'état-major du parti mouille la chemise. Dans un pays comme le nôtre, il faut parler à tout le monde. Tout le monde sans exception. Mais cette fois-ci, ce sont les militants qui l'accueillent. Et ministre ou pas, l'équipe dirigeante se doit d'être là. Aujourd'hui, il y a un besoin de pédagogie. Les Français veulent savoir exactement ce qui s'est passé, veulent savoir ce que l'on fait, et veulent savoir où on va. En clair, un véritable service après-vente du gouvernement. Alors le rôle d'une famille politique, particulièrement dans ces moments difficiles, eh bien c'est à la fois d'être devant le gouvernement, à côté du gouvernement et derrière le gouvernement. 2 à 3 déplacements par semaine et autant de poignées de main, l'UMP se veut un parti 100% utile, dit Xavier Bertrand. Expliquer la crise, oui. Reconquérir l'électorat populaire, c'est certain.
L'évêque négationniste Monseigneur Williamson a quitté l'Argentine cet après-midi. Il a donc obtempéré à la demande des autorités argentines qui lui avaient demandé de quitter le pays dans un délai de 10 jours en raison de ses propos niant l'Holocauste. Le prélat, qui semble ne pas apprécier cette décision, a pris un avion pour Londres. Renvoyé pour avoir détourné 1,30 €. C'est ce qui est arrivé à une caissière d'un supermarché à Berlin. Cette femme, âgée de 50 ans, conteste les faits qui lui sont reprochés par son employeur. L'affaire provoque une vive indignation en Allemagne. Mona Interman. Chez Kaisers, la chaîne de supermarchés, Barbara a passé toute sa vie professionnelle, 31 ans à la caisse. À la caisse, elle a récupéré 2 bons, 1,30 € au total. Des consignes de bouteilles oubliées par un client. Elle a perdu son travail. Le tribunal de Berlin-Brandenburg confirme aujourd'hui son licenciement sans préavis. Pour le syndicat DGB, c'est comme si, je cite, on tirait au canon sur des moineaux. La caissière est désorientée. C'est à moi de prouver que je n'ai pas fait ce qu'on me reproche. Je suis tout simplement déçue. Pour le tribunal, la caissière a provoqué, je cite, une perte de confiance irréparable. Le jugement s'appuie sur une disposition spécifique au droit du travail en Allemagne, licenciement pour soupçon de faute. Lorsqu'il y a des témoignages qui renforcent la suspicion, qui montrent qu'un vol a été commis, alors l'employeur peut dire que la confiance à l'égard de son salarié a été définitivement détruite. Le comité de soutien à Barbara crie au scandale, rappelle qu'elle avait été gréviste. Cette affaire n'est pas une anecdote. Elle pourrait annoncer des méthodes plus dures pour se débarrasser d'un salarié. Une brèche dans les relations plutôt confiantes d'ordinaire entre syndicats et patronat, d'où l'inquiétude en Allemagne. 2 jours après l'attentat au Caire, 2 adolescents blessés lors de cet attentat sont arrivés ce soir à l'aéroport du Bourget. Le dernier blessé, toujours en Égypte, devrait retrouver sa famille demain en fin de matinée. Ce drame familial dans le Loiret, un homme âgé de 33 ans aurait tué à l'arme blanche ses 3 enfants avant de s'immoler par le feu. Il a succombé à ses blessures. La mère des enfants, grièvement blessée par arme blanche également, a été hospitalisée. Les circonstances et les raisons de ce drame ne sont pas connues avec précision. Et puis 3 jours après le meurtre d'un policier à la Courneuve, 5 des 6 suspects sri-lankais qui ont été interpellés ont été mis en examen. Ils sont poursuivis pour homicide volontaire. L'un des 5 hommes a reconnu avoir tiré avec l'arme du policier, mais sans intention de le viser. Il dit avoir agi au cours d'une rixe avec ce policier. Existera-t-il un jour un remède universel contre la grippe? Des chercheurs américains ont fait en tout cas une découverte importante en la matière. Ils ont trouvé un anticorps pouvant protéger du virus de la grippe. Explication, Sophie Guillaume. C'est dans ce laboratoire de l'école médicale de Harvard, à Boston, que l'équipe du professeur Marasco a réalisé ce que de nombreux spécialistes présentent comme une découverte majeure. Les chercheurs ont mis en évidence des anticorps capables de se fixer sur une zone précise du virus de la grippe, la zone qui lui permet de pénétrer dans les cellules humaines et de s'y diffuser. Les anticorps en question sont efficaces et c'est là leur intérêt sur de très nombreuses souches du virus. Le problème avec la grippe, c'est qu'il y a beaucoup de virus, de différents variants, ils changent tout le temps. Et c'est pour ça que les anticorps n'arrivent pas à reconnaître tous les virus de la grippe. Ici, la découverte, c'est qu'on a trouvé dans le virus une zone qui est commune à beaucoup de virus de la grippe, qui est une zone commune où on peut les bloquer, quelles que soient les modifications de surface du virus. Pour le moment, les anticorps n'ont été administrés avec succès qu'à des souris. Le chemin sera long et incertain jusqu'à l'homme, mais les chercheurs de Boston ont bon espoir. Je ne veux pas que le public pense qu'il faille attendre des années et des années avant que quelque chose de concret ne sorte de ce travail sur des souris. C'est une première étape sur la route qui nous mènera au développement de médicaments capables de combattre et de soigner le virus de la grippe chez les gens. Dans un premier temps, les chercheurs ne parlent que de traitement pour des personnes déjà atteintes, mais à terme, ils espèrent qu'un vaccin fonctionnant sur tous les types de grippe pourra voir le jour. Le virus fait chaque année 250 000 victimes dans le monde. Certaines de ces souches sont particulièrement terribles, comme la grippe aviaire ou encore la grippe espagnole, qui a tué en 1918 30 millions de personnes. Et sans détour, le professeur Bruno Lina, directeur du Centre national de référence de la grippe, est notre invité en direct de Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est l'importance de cette découverte ?
Bien, comme le disait Christian Perron, cette découverte, elle permet d'ouvrir en quelque sorte un nouveau champ de traitement des infections grippales. Comme vous le savez, pour la grippe aujourd'hui, en termes de prise en charge, on a les vaccins et les antiviraux. Or, ce que les Américains ont découvert, cette équipe a découvert, c'est l'utilisation potentielle d'anticorps capables de cibler un grand nombre de virus. Et c'est vraiment là qu'est la nouveauté. Des anticorps qui sont capables de lutter contre des infections grippales, on en connaissait déjà, mais des anticorps qui soient capables de lutter contre plusieurs virus de types différents, c'est-à-dire en l'occurrence H1 et H5 comme exemple, eh bien ça c'est nouveau. Est-ce que cela signifie que c'est une nouvelle manière de traiter la grippe et que par conséquent, nous n'aurons pas besoin des vaccins dans les années à venir ? Alors non, bien évidemment, on n'en est pas encore là. Comme je vous le disais, aujourd'hui, cet anticorps vient en complément des thérapeutiques conventionnelles qui existent actuellement. Ça s'appellerait, si on arrivait à l'utiliser chez l'homme, ça s'appellerait de l'immunothérapie. Ça consiste en quelque sorte à injecter